Bonsoir à toutes et à tous. C'est une joie et un honneur de recevoir ce soir Marie Darrieussecq dans le cadre de l'édition 2026 de la White Week de l'École d'architecture de Versailles, ce que les monstres ont à nous dire. Cette semaine, donc, on enquête, on explore collectivement la figure du monstre pour tenter de saisir, de comprendre ce qu'elle fait à l'architecture, le décentrement ou le déplacement qu'elle peut opérer, ce qu'elle transgresse, ce qu'elle révèle, ce qu'elle rend saillant ou encore ce qu'elle fige. La White Week, je le dis en quelques mots, c'est un cycle de conférences, c'est un colloque, c'est une semaine de workshop. Et j'en profite pour remercier très chaleureusement l'école et ses services pour leur aide et leur soutien. Alors Marie Darrieussecq, vous êtes normalienne, agrégée de lettres modernes, docteur en littérature et psychanalyse. Vous êtes l'autrice de près de 20 romans, dont Truisme, paru en 1996 aux éditions POL, qui a connu un très 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 grand succès critique et public, qui raconte la métamorphose progressive de la narratrice en truie. Vos différents travaux, les questions que vous mettez au débat dans vos livres participent à déplacer et à déconstruire certains préjugés, certains stéréotypes et à ouvrir des alternatives fécondes et parfois troublantes. Vos différents ouvrages rencontrent une réception attentive, ils sont récompensés de prix et notamment je pense à Il faut beaucoup aimer les hommes, qui a reçu le prestigieux prix Médicis en 2013. En 2025, donc récemment, vous avez proposé une nouvelle traduction, que l'on peut voir ici, une nouvelle traduction de Frankenstein de Mary Shelley, roman qui était paru en 1818. Et donc, c'est à l'occasion de cette traduction que nous vous avons contacté et qu'on est vraiment très heureux de vous recevoir pour explorer avec vous ce que la créature, le monstre, l'hybride, le cyborg, en tant que figure ambivalente de l'altérité, permet de mettre en mouvement, en nous appuyant bien sûr sur cette traduction, mais aussi sur tout votre travail qui déplie de manière très différente en fonction des différents romans, qui déplie cette question du trouble qui peut être généré par ces transitions, par ce flottement. On a 1 heure de discussion à passer toutes et tous ensemble. Je vais commencer par poser une série de questions à Marie Darrieussecq et puis ensuite, je passerai la parole à la salle. Néanmoins, n'hésitez pas à nous interrompre si une question, une demande de précision, une remarque ou autre surgit de votre part. J'ai une première question qui est très... qui est très simple, et j'aurais aimé que vous reveniez sur votre première rencontre avec ce livre, Frankenstein, et votre première rencontre avec Mary Shelley, l'autrice de Frankenstein. Bonsoir, je suis ravie d'être là. L'architecture, c'est un peu un impensé pour moi. J'aime beaucoup les lieux bâtis, construits, mais je n'ai pas trop de grille de lecture pour les rencontrer, je crois. Donc ça m'intéresse d'être là. Mary Shelley, déjà, vous la mettre un peu en contexte, c'est une très jeune femme quand elle écrit Frankenstein, elle a 19 ans. C'est la fille, Mary Shelley, d'un philosophe et d'une pionnière féministe de l'époque. Sa mère, Mary Wollstonecraft, est morte en mettant Mary au monde. Elle est morte en couche, comme on disait. Donc Marie n'a pas connu sa mère, mais par contre, dès sa naissance, elle est en contact avec... ce qui ne va pas quand on met quelqu'un au monde, quelque part. Ce qui rate, en fait. Elle a causé la mort de sa mère en naissant. Et quand elle écrit Frankenstein à 19 ans, donc c'est quand même un ovni, Mary Shelley. À l'époque, les femmes, elles écrivent très peu. Je suis par ailleurs la traductrice de Virginia Woolf. Dans un lieu à soi, dans A Room of One's Own, Virginia Woolf étudie pourquoi les femmes n'écrivent pas, enfin quels sont leurs empêchements qui sont extrêmement nombreux, ne serait-ce que le fait qu'elles ont trop d'enfants et le fait qu'elles ne gagnent jamais elles-mêmes leur vie à l'époque. Et Mary Shelley, il se trouve qu'elle est relativement autonome financièrement pour diverses raisons, mais surtout parce qu'elle est partie, elle s'est enfuie de chez elle à 16 ans avec Percy Shelley, qui est un poète à succès de l'époque. Et bon, ils ont des soucis d'argent, mais en gros, ça va. Et elle, quand elle écrit Frankenstein, elle a déjà perdu un premier bébé. Il n'y a pas de contraception active à l'époque. Elle a déjà perdu un premier bébé qui est né très prématuré, à 7 mois. Donc, il y a ça aussi dans Frankenstein, toutes ces naissances ratées, tous ces petits corps qui ne survivent pas finalement. Elle a probablement aussi vécu une fausse couche avant. Les fausses couches, c'est très organique. C'est vraiment...
un contact qu'elle a eu. Je ne veux pas trop essentialiser son œuvre, mais je pense qu'il y a ça dans Frankenstein. Frankenstein, c'est un monstre qui est créé de bouts de corps sanguinolents. C'est c'est crûment décrit dans le livre, et que le docteur Frankenstein va récupérer à la fois dans les morgues et dans les abattoirs. Le monstre est aussi fait de bouts d'animaux. Et Mary Shelley, c'est une créature comme ça, très gracieuse dans la vie. Mary, elle est très amie avec Lord Byron, qui est l'autre poète super lancé de l'époque, et avec un médecin qui s'appelle Polidori. C'est des jeunes gens chics qui vont prendre des vacances au bord du lac Léman, dans une très belle villa qui existe toujours, qui s'appelle la villa Diodati. Et cet été-là, au bord du lac Léman, donc elle se remet difficilement de la perte de son premier bébé. Et c'est ce qu'on appelait l'été, c'est ce qu'on a appelé l'année sans été, 1816. Parce que cet été-là, au bord du lac Léman, il pleut en permanence, il y a même du grésil, il y a presque de la neige. Le mois d'août est pluvieux et venteux. Et en fait, cette année-là, 1816, on s'est aperçu plus tard qu'il y a eu une éruption d'un volcan en Indonésie qui a fait que la planète Terre s'est retrouvée couverte d'un voile de cendres qui a fait qu'il a fait froid toute l'année. Et ils s'ennuient tellement, ces jeunes Anglais chics. Il y a aussi une compagne du couple Shelley qui s'appelle Claire, qui est une demi-sœur de Marie. Enfin, c'est très compliqué, les histoires de famille dans cette famille. Et qui est enceinte, d'ailleurs, elle aussi. Et ils s'ennuient énormément au coin de la cheminée. Et ils décident de lancer un concours de nouvelles, en quelque sorte, à qui écrira l'histoire qui fait le plus peur. Et Polidori, le médecin qui est là, qui est très jeune aussi, il écrit rien moins que probablement la première histoire de vampire. Il s'est quand même passé beaucoup de choses au bord du lac Léman cet été-là. Lord Byron, il écrit un truc qui s'est perdu. Shelley aussi, c'est pas terrible ce qu'il écrit. Et Mary Shelley, elle n'arrive pas à dormir, elle va dans son lit, elle est complètement habitée par une vision qu'elle a eue, qui est la vision d'un étudiant de votre âge en fait, le docteur Frankenstein, qui est penché sur un corps très grand, un corps qui est en train de prendre vie. Et elle va écrire Frankenstein en quelques semaines, en fait. Donc, tout est bizarre dans cette histoire. Ce livre est déjà monstrueux. Cette femme, les femmes n'écrivent pas à l'époque. Les romans d'horreur, ça commence tout juste. Le gothique est en train d'être inventé. Mais elle va donner une espèce d'accélération au gothique. Elle bascule avec ce roman, on pourra en parler, mais dans le romantique, en fait. Elle est en train d'inventer un truc qui n'existait pas avant. Et elle a 19 ans. Voilà. Donc c'est un roman déjà en soi monstrueux. Pardon, c'est une réponse longue, mais je voulais le mettre en contexte. C'est parfait. C'est parfait. Et qu'est-ce qui a donné lieu à la volonté de refaire une traduction, de proposer une nouvelle traduction de ce livre? Alors, des traductions de Frankenstein, il y en a plein. Moi, j'ai la chance qu'on me propose de retraduire, en fait. J'ai retraduit Alice au Pays des Merveilles, j'ai retraduit Un lieu à soi, Une chambre à soi, c'est un titre complètement sexiste. Hein. C'est a room, c'est pas a bedroom. Bon, on pourra en parler. Donc, quand je retraduis, j'essaie d'approcher une exactitude qui jusque-là était peut-être masquée par des préjugés, typiquement dans le cas de Virginia Woolf. Dans le cas de Frankenstein, à vrai dire, j'ai pas tellement été voir les anciennes traductions. Je réponds maintenant à ta question. Moi, j'ai abordé Frankenstein par les films, comme beaucoup de gens. Je l'ai lu assez tard. Je l'ai lu en anglais, je crois. Et un peu distraitement, peut-être. Et traduire ou retraduire, c'est une occasion de passer du temps avec le texte et de voir comment il est bricolé, en fait, comment il est fait. Et c'est aussi le texte d'une très jeune femme. C'est un texte qui a des défauts, mais ils sont magnifiques. C'est un texte qui justement, a un côté bricolé comme un Frankenstein de texte, quoi. Et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup sa façon parfois un peu pataude presque de faire avancer l'intrigue, mais qui marche extrêmement bien. C'est un roman, elle a assez studieusement installé une structure très carrée, quoi. C'est un roman dans un roman dans un roman. Au début, il y a un type qui parle, qui est sur un bateau, et qui voit arriver le docteur Frankenstein complètement échevelé, qui commence son récit. Je suis le docteur Frankenstein et je poursuis un monstre.
Et dans ce récit, il y a le récit du monstre lui-même, à la première personne. Le monstre explique qui il est, pourquoi, etc. Ça se referme. Ensuite, on repasse au docteur Frankenstein qui termine son propre récit et on repasse au capitaine du bateau. Donc ça, c'est très, 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 très bien construit. C'est comme une machine impeccable à produire du récit. Et à l'intérieur de cette machine impeccable qui devrait produire que des segments parfaits, elle fait des trucs très bizarres. Et à traduire, ça m'a beaucoup plu. Voilà. On se posait la question, en lisant Frankenstein, mais aussi à travers ton travail, du cadre et du genre qui permet de faire surgir le monstre. Là, on vient de parler du roman de Mary Shelley. Si on prend truisme, alors peut-être que tu vas m'en vouloir de cette catégorisation, mais est-ce qu'on est peut-être dans le registre du semi-fantastique? Dans certains de tes livres, on est dans le registre de l'anticipation. Est-ce que le monstre a besoin de certains genres littéraires qui lui permettent de surgir plus aisément, ou est-ce que le monstre peut surgir parfois de la froideur, de la banalité? Je pose cette question aussi en pensant aux travaux que certains étudiants mènent et de certains workshops qui parfois mettent au travail la fiction anticipatrice et autres, et d'autres travaillent sur des actes dans une normalité parfois très troublante elle aussi. Qu'est-ce que le genre littéraire fait au monstre? Est-ce qu'il fait quelque chose? Est-ce qu'il lui permet de surgir autrement? Ou est-ce que finalement ce sont deux choses autonomes et le monstre pourrait surgir d'une autre manière? Je ne sais pas très bien répondre à cette question parce que je ne me la pose pas quand j'écris. Enfin, je ne me pose pas la question du genre. Il y a une histoire qui s'impose à moi ou un personnage. Et pour le coup, dans Truisme, j'ai très tôt eu cette idée d'une jeune femme qui se transforme en truie. Et c'était une idée que je ne comprenais pas moi-même et qui me choquait. Enfin, je n'avais pas forcément envie d'écrire cette histoire. J'avais 26 ans. Et je traînais une thèse comme un boulet, une thèse que j'avais pas du tout envie d'écrire, mais c'était comme ça que j'avais une bourse de thèse, donc il fallait bien que j'avance dans ma thèse. Et cette fille de mon âge, en fait, qui se transforme en truie, me hantait, m'obsédait. Et donc j'écris depuis toute petite. C'était pas une surprise pour moi de devoir écrire un texte, mais cet personnage me troublait, m'embarrassait. Et en fait, je n'avais d'autre choix que d'écrire pour voir ce qu'elle avait dans le ventre, littéralement. Et maintenant, je sais aujourd'hui, donc je l'ai écrit il y a 30 ans, ce livre. C'était une réaction très instinctive à ce que je vivais dans la rue. Ça portait pas de nom à l'époque, le harcèlement de rue, mais j'y étais tout le temps confrontée, comme la plupart de mes copines, certaines plus que d'autres, et on essayait de comprendre pourquoi, de le rationaliser. Et on est passé par tout ce que vous connaissez, si vous réfléchissez 2 secondes à ce que c'est qu'être une femme dans l'espace public. Mais est-ce que c'est moi qui ne suis pas habillée comme il faut? Est-ce que je ne suis pas sortie à la bonne heure? Est-ce que j'ai vraiment le droit d'être dans l'espace public? Voilà. Et en fait, ça me mettait dans une rage folle de ne pas pouvoir prendre le métro sans que le premier abruti venu, qui était très varié d'ailleurs, c'était toutes sortes de types, viennent m'interrompre. Et je tiens beaucoup à ce mot « m'interrompre » parce que c'était pas forcément méchant, ou c'était évidemment pas forcément des violeurs, même s'il y a un continuum évidemment de cette interruption-là dans le cours de la vie d'une femme. Mais c'était des gens qui se permettaient de venir interrompre mon flux de pensée. Et moi, quand je me promène dans l'espace public, ou même quand je prends le métro, ou quand je nage à la piscine par exemple, j'écris en fait dans ma tête. Je suis une être humaine avec une pensée spécifique dans la tête. Et l'idée que tout à coup, on me voyait comme un bout de viande sexuelle, en fait, c'était comme un immense malentendu. Enfin, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et le livre est né de cette espèce de discrépance cognitive, quoi, que moi j'étais un être humain pensant et que quelqu'un s'autorisait à venir m'adresser la parole comme si j'étais un bout de viande. Et donc j'ai commencé à écrire le livre puisqu'on me traitait, en gros, puisqu'on me voyait comme une cochonne, et ben j'allais me transformer en cochonne. C'est né de ça. Je rationalise après coup parce que sur le moment c'était juste un livre très punk, très très en colère, et très rigolo aussi, je crois. Je m'autorise à le dire parce que le livre a été lu des millions de fois et j'ai beaucoup de retours de ce livre qui vit sa vie en fait de façon autonome.
Et j'ai peut-être mis du temps à me dire qu'en fait, effectivement, c'est un monstre, cette femme en transformation. Ça vient de Homère, hein. Il y a des hommes qui se transforment en cochons dans Homère, dans la grotte du Cyclope. Ça vient de Ovide, où il y a aussi des personnages qui se métamorphosent en cochons et aussi en animaux en général. C'est très, très mêlé de la culture du viol chez Ovide, dans les métamorphoses. Mais j'héritais de tout ça. J'héritais de tout ça à mon insu aussi. Mais c'était une monstresse, je ne sais pas comment le dire. Et donc, des années après, de voir cette très jeune femme, Mary Shelley, qui, elle, alors, elle est dans un temps, en 1816, où elle va s'occuper de personnages masculins. C'est-à-dire, elle révolutionne la littérature, mais elle fait aussi ce qu'elle peut. Elle ne va pas tout révolutionner d'un coup. Donc, la seule personnage féminine est très, très secondaire. Enfin, il y a une maman qui meurt très tôt, mais ça, on le comprend, vu l'histoire de Mary Shelley. Et puis, il y a une sœur qui est une sœur adoptive qui va servir à tous les rôles aussi, de façon assez incestueuse, enfin, que le docteur Frankenstein va finir par épouser. Et je vous le divulgage un peu, mais ça va très, très mal se passer. Et le monstre est masculin, en fait. Il est d'emblée masculin dans l'imaginaire de Mary Shelley, au point que, comme il se sent très seul, ce monstre, il va demander une femelle. C'était un des points très délicats à se traduire. Female. Il ne demande pas une woman, c'est toujours le mot female. Et en même temps, c'est vraiment la femelle de son espèce à lui. Enfin, et si je traduisais uniquement par femelle, ça animalisait énormément le monstre, alors que lui ne se vit pas comme un animal. Lui, il se vit comme humain, en fait. C'est là tout le problème de ce monstre. Et il ne reçoit pas l'amour qu'il pense mériter, puisque lui, il ne se voit pas comme un monstre. Il se trouve très laid, ça l'embête. Mais donc, il réclame un autre être avec qui il puisse en fait avoir des enfants. Et c'est aussi toute l'histoire du livre, puisque là, le docteur Frankenstein, il va dire non, j'en ai fait un, je ne peux pas en faire deux, quoi. C'est très concret. Mais le fait que Mary Shelley emploie le terme de female, ça montre qu'elle l'animalise en revanche elle-même. Oui. Il faut lire le livre. Elle reste ambivalente. Elle dote ce monstre d'une âme humaine, en fait, hein, parce que c'est un monstre qui s'exprime exactement comme un être humain. Et on peut lire le livre comme tous les chefs-d'œuvre, on peut le lire de tas de façons. Une des lectures possibles, c'est que le monstre devient méchant. Ça a l'air un peu cruche dit comme ça, mais c'est très profond. Le monstre devient méchant et devient assassin parce qu'il n'a pas reçu la moindre goutte d'amour, en fait. Et que son destin aurait pu changer s'il avait été aimé par son créateur. Et son créateur, en fait, est très, très lâche. Enfin, le docteur Frankenstein, justement, c'est aussi... On peut le lire de tas de façons, mais c'est quand même quelqu'un qui fuit ses responsabilités. Enfin, oui et non. Enfin, lisez-le, vous ferez votre avis. Et hier, quand on a ouvert le colloque de la White Week, on a lu cet extrait que je voulais relire d'une conférence qu'avait donnée Bruno Latour en 2008 à l'Institut catholique de Paris, où il parlait, à un moment donné, il fait un détour et il parle de Frankenstein. Et donc, c'est un petit extrait, mais qui conduit à une question, donc j'aurais voulu relire et te lire. Mais de quel genre de créateur avons-nous besoin ? Vous connaissez tous l'histoire de Frankenstein, mais vous avez peut-être oublié le péché de Victor Frankenstein, le créateur, n'est pas du tout comme il le dit souvent et comme il s'en accuse lui-même hypocritement d'avoir été saisi par l'hubris et d'avoir osé construire de toutes pièces un vivant. Cela, c'est ce qu'il dit. C'est pourquoi, dans un moment de contrition bien mal placé, il poursuit jusqu'au pôle Nord la créature, laquelle reste sans autre nom dans le roman de Mary Shelley, pour l'exterminer afin qu'elle ne se reproduise pas et qu'elle ne puisse envahir la terre de ses avortons criminels. Non, cela, c'est le péché véniel dont il accepte de se confesser pour mieux dissimuler le vrai, le péché mortel. Le roman de Shelley va plus loin que ça. La véritable faute de Victor, celle qu'il cache sous sa frénésie de contrition et qu'il dissimule derrière une chasse à l'homme, ou plutôt derrière une chasse au monstre, c'est qu'il a abandonné la créature après l'avoir fabriquée. Horrifié par ce qu'il a vu dans son laboratoire, Victor a fui, et c'est la créature, obligée d'apprendre à se débrouiller seule dans un monde hostile, qui devient alors mauvaise, monstrueuse et criminelle. Comment le savons-nous ? Mais c'est elle-même qui le dit à Victor quand elle le rencontre enfin sur la mer de glace. « J'étais né bon et je suis devenu méchant à cause de toi. » Autrement dit, pourquoi m'as-tu abandonné ? Cet extrait, en fait, il nous a beaucoup marqué avec Henri Bonny, parce qu'en fait, dans le texte de Latour, il utilise cet extrait pour raconter qu'on pourrait changer de dispositif et de manière de faire par rapport à une modernité qui a toujours
qui aurait, alors là je caricature beaucoup, mais traité chaque période et chaque problème avec la table rase et se dire, est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait, notamment avec les enjeux écologiques à l'œuvre, se dire que les monstres, ce qui dysfonctionne, ce qui ne rentre pas dans certaines règles que l'on énonce ou dans des modalités de notre société, on trouve une souplesse, une manière de cohabiter même avec ce que l'on ne comprend pas encore et avec l'héritage encombrant que l'on peut avoir. Et je trouve que ce texte de Latour, il est en tout cas assez fort pour nous autres architectes aussi, pour regarder ces héritages encombrants et pour trouver les modalités pour faire avec. Donc est-ce que pour toi se loge aussi cette lecture du monstre comme peut-être un dysfonctionnement avec lequel trouver des modalités d'altérité? Oui, enfin, quand l'éditeur, Monsieur Toussaint Louverture, donc ce sont des livres qui sont particulièrement beaux. C'est lui, c'est un type il s'appelle Dominique Borde, il est tout seul dans la banlieue de Bordeaux, il fabrique ses livres un peu tout seul et c'est lui qui décide des maquettes. Et c'est aussi pour ça que j'ai dit oui, parce que les livres ont une écologie à eux, les livres sont publiés par des gens particuliers et j'aime travailler avec des gens que j'aime, voilà. Donc c'était aussi une des raisons pour lesquelles j'ai accepté cette retraduction, qui est une commande. Donc, et ce Dominique Borde qui a inventé les éditions Monsieur Toussaint Louverture, lui, il pensait davantage à l'IA, quoi, à cette intelligence artificielle, ou je sais pas, cette bêtise artificielle peut-être qui peut-être nous échappe, j'en sais rien, je sais pas. J'ai pas les outils pour savoir à quel point ça nous échappe, à quel point ça nous menace. Mais c'est vrai que Frankenstein peut être une bonne métaphore du nucléaire aussi, par exemple, de choses qu'on a inventées qui nous échappent complètement et qui deviennent méchantes parce qu'on les, je sais pas, on les traite mal, je sais pas. Mais du plastique, voilà, de choses qui nous ont échappé des mains quelque part et qui envahissent la Terre sans aucune forme de contrôle. Aussi, à mon avis, c'est une lecture peut-être plus personnelle, mais de ce qu'on fait subir aux animaux sauvages. C'est Derrida qui disait qu'on mène une guerre totale aux animaux. Et Frankenstein, par exemple, c'est une créature végétarienne. Frankenstein, c'est un monstre qui s'acclimate extrêmement bien à son environnement rude et froid de la Suisse en hiver et qui escalade les montagnes comme un chamois, avec beaucoup de légèreté dans ce grand corps, qui est capable de vivre très frugalement, qui fait très peu de tort à son environnement. C'est explicite en fait, tel que Mary Shelley décrit comment le monstre vit. Donc c'est aussi c'est un être qui est capable de se déplacer dans son environnement en créant très peu de tort, mais qui, par rage en fait contre l'humanité, se met d'abord à tuer un enfant. C'est très symbolique. Pour la petite histoire d'ailleurs, ça m'a frappée. À Genève, où le livre est né, il y a une statue de Frankenstein qui est une statue assez réussie. Donc le monstre est très grand, comme il doit être. La créature fait 6 pieds 6, je crois. Ça fait à peu près 2,50 m. Donc la statue, elle est vécue d'une veste en jean toute déchirée et d'un jean un peu... C'est une statue assez rock'n'roll, avec une grosse ceinture en cuir. Enfin, c'est une statue de bronze. Et c'est une statue très menaçante. Le monstre est très maigre, avec des grandes mains comme ça, très prédatrices. Et la statue est installée devant un jardin d'enfants, en fait. Vous savez, avec les toboggans, les balançoires et tout. Vraiment à l'entrée du jardin. Et dans le lieu, c'est pas très loin du cimetière des Rois, dans le lieu où Mary Shelley dit que le monstre a tué son premier enfant, en fait. Donc c'est d'un humour noir assez génial. Et pourquoi je vous raconte ça? Oui, parce que donc ensuite il ira de meurtre en meurtre en s'attaquant aux adultes après et aux gens qu'aime le docteur Frankenstein. Le docteur Frankenstein, je trouve que Latour est un peu dur avec lui parce qu'il est très... Il bat sa coulpe, oui, mais il a essayé par plein de moyens quand même de juguler son monstre et de lui faire plaisir même. Il est allé très loin dans la composition d'une femelle. Alors ça aussi, c'est une chose que je ne comprends pas. Toutes les versions cinéma de Frankenstein, elles sont bonnes ou mauvaises, ça dépend des goûts.
mais elles ne suivent absolument pas le livre. C'est très, très déroutant. Et en particulier, tout le passage où le docteur Frankenstein va dans les îles Orcades, en Écosse, dans une sorte de ces maisons en tourbe, très basses, près du sol, là, des îles très nordiques, et où il bricole une femelle jusqu'à être absolument écœuré de ce qu'il fait, parce qu'il récupère des bouts de corps où il peut, là encore, ça pue, c'est dégueulasse, c'est vraiment de la charogne qu'il est en train de coudre, de bricoler. Et je n'ai jamais vu ça au cinéma, en fait, cette fabrication-là, dans La fiancée de Frankenstein, qui est un film des années 60, je crois. Enfin, c'est jamais assez dégueulasse, en fait. Et terrestre. Enfin, il y a aussi je dis terrestre parce que ça serait intéressant pour des étudiants en architecture et étudiantes de voir les lieux qu'habitent à la fois le docteur Frankenstein et le monstre. Ils sont très souvent assez voisins. Ils se poursuivent et ils se repoussent comme ça. Ça fait des 8 dans l'espace. Et le docteur Frankenstein n'a pas beaucoup d'argent, donc c'est un étudiant. Il a en général une chambre et une arrière-chambre qui est son laboratoire. Donc il habite des petites 2 pièces. Et le monstre, lui, il habite soit des grottes, soit des abris. Pendant assez longtemps, il se cache dans un abri à bois. Comment on appelle ça ? Un abri où on met du bois, quoi. Un bûcher, un appentis, voilà. Oui, d'ailleurs, ça m'a posé problème pour le traduire. Je ne sais plus ce que j'ai décidé. Et par lequel il peut voir, par un espace dans la paroi, vivre la petite famille qui vit à côté. Et ben ça, au cinéma, je ne l'ai jamais vu, alors que c'est très cinématographique. Il passe tout un grand moment, le monstre, à espionner la famille de braves gens qui sont là, quoi, qui n'ont rien à voir avec Frankenstein. Et c'est comme ça que le monstre apprend à parler, parce que donc son créateur s'est absolument pas occupé de lui, hein, ni pour lui apprendre à parler, ni à marcher, ni rien. Et donc, en se traînant dans cet abri à bois, dans ce bûcher, il écoute la petite famille parler en français. Donc la langue maternelle du monstre, c'est le français. Et il se développe en les écoutant comme ça, et il devient en fait humain à leur contact. Et le grand-père de cette famille est aveugle. C'est un truc de scénario génial de Mary Shelley. Et donc, le monstre attend que tout le monde soit parti, que l'aveugle reste seul, et il s'approche de lui et il lui parle. Il lui dit « Bonjour, j'ai besoin de votre aide, je suis un voyageur égaré. » Parce qu'évidemment, l'aveugle ne voit pas sa monstruosité. Et la voix du monstre est parfaitement belle et humaine. Et je vous le divulgage pas trop, mais ça aussi, ça va rater, en fait. Parce que quelqu'un va faire irruption et va hurler. Parce que les êtres humains ne peuvent que hurler en le voyant, à moins d'être aveugles. Donc, c'est des dispositifs scéniques et même architecturaux, je dirais, qui sont jamais exploités au cinéma. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ils font pas un scénario fidèle. Parce que l'histoire est vraiment très, très bien fichue. Très bien, elle avance très bien. Avec des espèces de dérapages par moments. Enfin, c'est assez drôle. Et en mettant en regard Truisme et Frankenstein, on a d'un côté alors j'exagère un peu, mais une créature qui surgit, dont la vie surgit, et de l'autre côté, une transformation qui est très progressive. Est-ce que ces deux fabriques du corps hors norme ou du corps alors monstrueux, je ne sais pas si c'est le bon mot, comment tu les regardes l'une par rapport à l'autre? Est-ce qu'en lisant Frankenstein, ça t'a ramené à regarder peut-être autrement Truisme ou vice-versa? Quand j'écrivais Truisme, de mémoire, je n'ai pas pensé consciemment à Frankenstein. Et d'ailleurs, à l'époque, à 26 ans, je pense que je n'avais pas du tout conscience que l'autrice était une jeune femme de 19 ans. Je pense que je l'ai appris beaucoup plus tard. Et en plus, j'étais de cette génération où on disait que peut-être, de toute façon, c'était son mari qui l'avait écrit. Enfin, il y avait quand même ça aussi. Hein, bon. Et on a les manuscrits qui prouvent que oui, merci, c'est vraiment elle qui l'a écrit. Son mari a fait une des 2 préfaces, qui est intéressante d'ailleurs, que j'ai traduite. Parce que elle l'avait au début, c'était anonyme, si je dis oui, pas. Oui, c'était anonyme. Quand elle l'a publié la première fois en 1818, elle avait conscience que c'était un livre assez choquant. Et donc, elle l'a publié anonymement à 500 exemplaires qui se sont tous vendus. Et donc, il y a eu beaucoup de presse. Enfin, c'est un livre et elle l'a refait publier après la mort de Shelley, d'ailleurs, après la mort de son mari accidentel, une 30aine d'années après, de mémoire. Et c'est un livre qui a toujours eu beaucoup de succès. À la mesure de l'époque. Les best-sellers, ce n'était pas les quantités de livres d'aujourd'hui. On dit que les gens lisent plus, mais quand on regarde les chiffres de vente des grands livres de l'époque, c'est marrant ça, parce que
Bref, c'est un autre sujet. Les gens lisent beaucoup aujourd'hui par rapport au 19e siècle, évidemment, et même par rapport aux années 50 en France. Mais donc, pour revenir à ton... Oui, dans le truisme, c'est une transformation qui est en fait une oscillation. C'est une transformation progressive au début. Ça commence, elle a des espèces de bleus sur la peau. D'abord, c'est une femme maltraitée, hein, donc elle a des bleus. Mais ces bleus-là ne partent jamais. Et en fait, c'est des tétines qui lui poussent, 6 tétines en tout. Et elle croit que c'est de l'eczéma. Enfin, elle ne comprend pas très bien. Elle a une espèce d'énorme maladie de peau. Et elle se couvre de poils très fins. J'étais allée voir de près des cochons pour voir comment c'est fait la peau des cochons. Et donc, on appelle ça des suies. C'est des longs poils. Donc, c'est très disgracieux pour une femme. En plus, évidemment, elle prend du poids. Donc, tout ça est très disgracieux. C'était aussi un livre, évidemment, qui s'insurgeait contre les canons de beauté qui n'ont absolument pas changé aujourd'hui, d'ailleurs. Il faut toujours être imberbe, mince. Bon, bref. Et puis, elle a les oreilles qui deviennent bizarres. Elle a le nez aussi qui devient bizarre. Et puis, évidemment, catastrophe, elle commence à avoir une petite queue qui pousse. Et elle a de plus en plus de mal à se tenir droite. Et quand elle se met à 4 pattes, elle éprouve un puissant repos. Mais il y a des événements dans sa vie qui font qu'elle a la capacité... Enfin, elle ne maîtrise rien, mais de temps en temps, la métamorphose régresse et elle devient un peu plus humaine, un peu plus présentable, comme elle dit. Et puis, elle rebascule dans l'animalité. Ça oscille comme ça. Ça oscille suite à des événements précis que moi, comme autrice, je décidais, tout en étant menée par le bout du groin par elle, parce que c'est un personnage ou une personnage extrêmement puissante. Et donc, tu as raison, c'est une métamorphose à la fois graduelle et faite d'hésitation, de recul. Et au fond, elle en vient à ne plus savoir dans quel état elle se sent le plus elle-même. Et elle est puissamment rejetée par la société, à la fois comme animal et comme femme aussi. C'est une femme qui est prostituée, qui s'en rend à peine compte. Enfin, c'est une femme très aliénée au sens marxiste du terme. Elle a plus les moyens de prendre en main son propre sujet, quoi. Et elle est exploitée. C'est un livre, ça aussi je m'en suis rendu compte après, mais profondément marxiste en fait. Et puis c'est aussi un livre qui, à l'époque, on entendait parler d'une sorte de monstre qui s'appelait Jean-Marie Le Pen et qui était en plein essor et qui était, moi, à mes yeux, littéralement monstrueux. Enfin, il était... son physique était particulièrement provoquant pour moi et je l'abominais. Et donc, c'est aussi un livre qui est une fable très caustique contre la montée du fascisme en France. Malheureusement, ça n'a pas pris une ride et ça s'est un peu transformé. Mais enfin, le livre a été adapté très souvent au théâtre et à chaque fois, du coup, je l'ai rouvert et un peu accompagné les metteurs en scène ou les metteuses en scène. Et je me disais en particulier, il y a un grand metteur en scène qui s'appelle Alfredo Arias, qui avait fait de son adaptation au théâtre, qui à mon avis n'était pas très réussie d'ailleurs, mais bon, une charge à l'époque contre Sarkozy, parce que ça marchait aussi très bien en fait, avec les charters de migrants, avec dans le bouquin qui est écrit en 95, il y a un président de la République qui, à peine a-t-il gagné les élections, s'embarque sur un yacht avec une top modèle, avec des Rolex. Enfin, c'est assez marrant après quand Sarkozy est élu en 2007, je crois. Enfin, c'était une dystopie qui fonctionnait très bien, enfin, qui pouvait se lire et qui malheureusement se lit encore aujourd'hui de façon très valide et de plus en plus féministe. Et ça, j'en suis ravie. Donc les monstres aussi ont cette capacité peut-être à faire métaphore pour... beaucoup de choses que moi, comme citoyenne, je maîtrise pas bien, quoi, ou politiquement que je maîtrise pas bien, qui me mettent en rage, mais je sais pas quoi en faire. Et le monstre peut porter énormément de nos colères ou de nos embarras, de nos malaises. Le monstre est une figure très efficace narrativement pour apporter, pour porter le trouble en fait, pour le dire dans le récit lui-même. Et justement, il ne faut pas trop chercher à maîtriser les effets, quoi. Il faut le laisser faire, le monstre. Et je pense que Marie Shelley, une fois qu'elle avait posé sa structure très, très déterminée en trois parties, en quelque sorte, elle a laissé faire intuitivement ce mouvement d'attraction-répulsion entre le créateur et sa créature. Et ça marche très, très bien. Et justement, on en avait un peu parlé quand on a échangé par mail. Et hier, au colloque, une intervenante, je crois que c'est Manon Recordon, qui a parlé de Donna Haraway.
la philosophe américaine Donna Haraway, qui a publié en 1985 le manifeste Cyborg, et qui s'appuie beaucoup sur la notion d'hybridité qui permettrait, selon elle, de transgresser la normativité des registres très distincts, des catégories, des différentes catégories de genre, d'espèces et autres. Et quelque part, Donna Haraway, là je caricature peut-être aussi un peu, mais elle apporte une fonction émancipatrice à l'hybridité et même au monstre. Le monstre comme figure pour penser, pour réfléchir, n'a pas que le monstrueux, a aussi la transgression et l'émancipation d'un cadre normatif. Est-ce que, alors pour Frankenstein, mais surtout pour Truisme, c'est un peu ce que tu disais, enfin, j'ai l'impression, peut-être que je projette, il y a aussi une forme, est-ce qu'il y a aussi une forme d'émancipation avec la figure du monstre ou pas tout à fait? Oui, Donna Haraway, je l'ai lu très tard parce qu'elle a été traduite très tard. En fait, je n'avais pas du tout conscience de l'existence de ce livre fondamental, le manifeste Cyborg, qui est un de mes livres de chevet, comme on dit aujourd'hui. Oui, l'émancipation, le fait de... déjà, Mary Shelley, elle invente quand même une créature qui est... c'est pas comme un vampire. C'est pas qu'elle est ni vivante ni morte, sa créature. Elle est délibérément vivante. Elle est bien vivante. Mais elle est faite de morceaux de corps morts qui ont été animés. On ne sait pas très bien comment, mais en gros par l'électricité, parce qu'à l'époque, il y a des tas de rêveries sur l'électricité en 1816. Et donc, c'est un grand transgresseur, quoi, ce monstre. Mais il aurait pu être... la transgression, c'est pas forcément mal. Il aurait pu être du côté transgressif positivement, je sais pas. Il aurait peut-être pu apporter une forme d'amour particulière, une forme de... Il aurait pu mettre sa force au service du bien. Il aurait pu être un justicier, pourquoi pas, mais ça ne s'est pas produit. Mais effectivement, toutes les figures qui se tiennent sur la frontière de quelque chose, qui se tiennent à mi-chemin entre deux façons d'être, de genre, c'est très dynamique en termes de scénario. Par exemple, la figure du clone, c'est une figure qui, moi, me porte aussi. J'ai écrit un livre qui s'appelle Notre vie dans les forêts, qui est une dystopie délibérée sur la présence des clones parmi nous et de pouvoir... c'est aussi une rêverie sur des corps qui sont bricolés, quoi, qui sont... vous savez qu'il y a une industrie du chien cloné en Corée du Sud. Ça marche très, très bien. Enfin, ça fait des chiens parfaitement fonctionnels qui sont à l'identique du chien mort, parfaitement le même chien, sauf qu'effectivement, évidemment, c'est pas le même chien puisqu'il n'est pas né au même moment et qu'il va pas être élevé exactement pareil, etc., quoi. Mais ça marche en fait. Et ça ouvre évidemment un imaginaire immédiat sur le fait que c'est forcé qu'il doit y avoir actuellement sur la planète des humains clonés. Puisque c'est possible, ça a dû être fait, quoi. Et ça provoque immédiatement du roman chez moi, et de l'horreur, mais du roman. Donc, je ne sais pas trop comment théoriser sur ce que tu proposes, là. C'est plus que moi, ça me déclenche des histoires tout de suite. Et des espaces... C'est quoi la maison d'un clone, par exemple? C'est hyper intéressant comme question. Ça habite dans quoi? Ça a besoin de quoi? Enfin, est-ce que la maison d'un clone, c'est un clone de maison? Enfin, est-ce que... Bon, ça pose la question du double, mais c'est pas vraiment un double, un clone, c'est autre chose. Bon, tout ça, ça me met en mouvement, moi. Je vais peut-être passer la parole à la salle. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Je vous en prie. Moi, c'était surtout pour revenir sur votre travail de traductrice. On est dans un métier d'architecture, donc de communication énormément. Et en vous entendant parler, je réfléchissais aussi que la langue était aussi une créature que nous, on pouvait influencer et remettre en perspective. Et je pense notamment vous parliez de le harcèlement de rue n'existait pas, il n'y avait pas d'appellation. Ouais. Et que nous aussi, en tant que nouvelle génération, on voit de nouveaux mots apparaître, notamment par rapport aux questions de genre ou de santé mentale. Et est-ce que, pour vous, la langue serait un Frankenstein commun ou parfois, on la repousserait parce qu'il y a des mots qui nous semblent nouveaux qui apparaissent, mais on a aussi du mal à se détacher des anciens mots. Et aussi, au niveau de la traduction, est-ce que parfois vous trouvez en Frankenstein dans ce truc de
il y a des mots qu'on peut pas traduire. L'anglais est une langue non genrée, comparée au français, par exemple. Ou, enfin, Elle est un peu genrée, mais elle l'est moins, ouais. Et je lisais aussi un livre où, par exemple, en grec antique, je crois, il parlait d'une couleur, mais avec des sentiments. Donc, c'est genre la couleur du miel était la même que celle d'un cadavre, et du coup, il parlait de La ça. couleur du nez? Du miel, je crois, mais je suis pas sûr. Du miel. Miel, d'accord, ok. Enfin, peut-être. Et que comment il pouvait avoir, alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus factuel, les couleurs. Du coup, là, c'est est-ce que la langue est un Frankenstein à nous et voilà. Moi, j'ai 3 langues maternelles. En fait, je suis née dans une famille trilingue, français, espagnol, basque. Et il se trouve que le basque, alors l'espagnol est extrêmement genré, et même encore plus que le français, parce que le A du féminin en espagnol s'entend encore plus que le E du féminin en français. Mais il se trouve qu'en basque, c'est pas genré, et on peut parler très longtemps de quelqu'un sans savoir si c'est un homme ou une femme, et on doit donc attendre, en suspendant nos a priori, attendre d'avoir d'autres déterminants qui laissent entendre. Je me rappelle d'une babysitter que j'ai eue récemment et qui était basque espagnole et qui m'a parlé pendant assez longtemps de Nire Laguna, mon amie. Et je ne pouvais pas savoir si c'était son amie de cœur, si c'était une amie, quelle était son orientation sexuelle. Je devais attendre. Et jusqu'à ce qu'elle dise Albert. Je me dis, c'est un garçon, voilà. Mais c'est intéressant d'être obligé de suspendre tous ces a priori, pendant un certain temps dans la langue. Donc c'était une chance pour moi d'être née dans plusieurs langues parce que le français était une langue parmi d'autres. Et ça, c'est très précieux pour un écrivain ou une écrivaine. Le français n'était pas un temple sacré. C'était pas non plus un état de nature. C'était pas là depuis toujours. C'était une langue arbitraire parmi d'autres. Belle et pas belle, pratique et pas pratique, avec ses indicibles à elle. Pour ceux d'entre vous qui parlent plusieurs langues, on n'est pas exactement la même personne selon la langue qu'on parle à ce moment-là. Moi, je parle assez bien anglais. Je ne suis pas la même personne en anglais parce que j'ai accès à des nuances, en particulier sur les verbes d'état, les verbes de son, et en basque, que je parle de façon très, très rudimentaire. Je suis une enfant parce que je n'ai accès qu'à un vocabulaire d'enfant. Donc, je ne vous suivrai pas forcément dans l'idée que la langue est un Frankenstein, mais moi, je suis vraiment persuadée, je déteste toutes les académies. L'Académie française, j'abomine cette institution. C'est quand même des gens qui ont résisté pendant des années à la féminisation des noms de métiers, à dire avocate. Je veux dire, on arrive de très, très loin, Alors, autrice, ça les met encore en PLS par terre. Bon. Donc, alors que autrice, je veux dire acteur, actrice, auteur, autrice, le français réclame cette désinence. Je déteste les académies parce qu'effectivement, elles empêchent que la langue emprunte, se métamorphose, change, évolue. Chante, valse, bouge. Donc, aussi une chose, c'est que les écrivains sont des artistes comme les autres. Juste, elles ont cette chose particulière que leur matériau, ce n'est pas des couleurs comme les peintres, de la matière comme les sculpteurs. C'est les mots. C'est-à-dire leur matériau, c'est le langage commun. Et notre travail en tant qu'écrivain et écrivaine, c'est de faire notre palette, c'est-à-dire de faire notre vocabulaire et notre syntaxe à nous dans le langage commun. Mais on est des artistes comme les autres à part ça. Voilà, c'est un métier artistique. Voilà ce que je voulais dire. Bonjour, merci pour votre conférence. J'avais une question que je vais essayer de formuler pour qu'elle soit claire, qui rejoint un peu la question qui a été dite avant sur peut-être le fait que le monstre, c'est celui qui n'est pas encore humanisé. Et je songeais, vous dites que vous venez du Pays Basque, donc moi j'ai pensé au Gaueko, qui est le monstre qui prend différentes formes, la nuit notamment, et donc qui est un mélange d'ombre et qui s'adapte en permanence et qui survit à travers les âges en s'adaptant. Et je voulais savoir, du coup, dans le travail de traduction, vous créez nécessairement des monstres, puisque vous devez forcément traduire, donc déformer une réalité pour l'adapter à une autre réalité. Et vous disiez totalement, quand vous parliez tout à l'heure de concepts qui n'étaient pas encore inscrits dans la langue commune, et de peut-être aussi de par un engagement politique personnel que vous avez, vous forcez des concepts à les faire émerger un petit peu plus tôt dans votre vie personnelle. Mais à quelques années après, ils peuvent s'intégrer. Donc comment, entre guillemets, si je devais résumer la question, comment on fait en sorte, est-ce qu'on doit entretenir nos monstres ou est-ce qu'on crée sans cesse des monstres qui finalement
5, 10, 15, 20, 30 ans après, ne sont peut-être plus des monstres, et donc est-ce que ça perd est-ce que ça perd de sa force, est-ce que ça en prend plus, etc. Il y a des mots que m'ont apporté, en particulier les jeunes féministes d'aujourd'hui, ou les moins jeunes d'ailleurs, mais disons les quadragénaires, les trentenaires. C'est des mots très efficaces comme injonction, assignation, ou des concepts comme le performatif. Chez Judith Butler, elle explique, ça vient de Foucault, hein, mais c'est elle qui l'a vraiment formalisé. Elle dit que quand on décrit quelqu'un, et en particulier une femme, on ne la décrit pas, on lui donne des ordres. Quand on décrit une jeune femme comme étant pure et innocente, on ne la décrit pas, on lui donne l'ordre d'être pure et innocente. Quand on décrit un garçon comme disant qu'il doit être courageux et ne pas pleurer, on ne le décrit pas, on lui donne des ordres. Bon. Et c'est, comme écrivaine, ça m'a vraiment débouché des cases du cerveau, cette façon-là de penser le monde, de le prendre à l'envers, quoi. Enfin, ou plutôt à l'endroit pour le coup. Et je me suis rendu compte que, oui, ce que je prenais pour des descriptions, même dans des romans, des fois, était en fait une mise en ordre du monde, et que ma façon d'écrire, c'était de lutter contre. Mon premier roman s'appelle Truisme. Les truismes, c'est les clichés, hein, les stéréotypes, les vérités d'évidence, entre guillemets. Et j'ai toujours essayé de voir ce que les truismes avaient dans le ventre, quoi. Pourquoi on les disait, à quoi ça servait. Un de mes livres s'appelle Le bébé. Je l'ai écrit après ma première maternité, parce que j'étais recouverte comme jeune mère de phrases stupéfiantes. Sur les, le monde des bébés est recouvert de clichés. C'est dément. Et aujourd'hui encore, et ça continue. Bref. Et donc, j'ai écrit ce livre pour essayer de m'en dégager, de trouver mes phrases à moi, quoi. Et alors, le problème de ces mots très efficaces, comme assignation, injonction, performatif, c'est que dans un roman, ça ne marche pas du tout. Il faut pas les écrire dans un roman. Il faut passer par d'autres chemins pour faire entendre aux lectrices et aux lecteurs, pour vous proposer un cheminement dans un univers, dans un monde qui vous fasse comprendre ce que subit, par exemple, le personnage, mais sans passer par ces mots-là. Le roman, c'est une proposition de vision du monde, quoi. C'est pas un essai théorique sur la place de la femme dans l'espace public, par exemple. Non, j'essaie au contraire de faire bouger dans l'espace public un personnage féminin qui va s'en prendre plein la gueule, et c'est à vous de vous dire « Ah oui, non, là, ça va pas ». Voilà, c'est ça un roman pour moi. Je sais pas si je réponds, mais... mais c'était un bel exemple, le monstre basque, le Gaweko. Ouais. Gawa, ça veut dire la nuit en basque, c'est un beau mot. Vous pouvez parler de vos projets, des questionnements sur lesquels vous travaillez en ce moment, peut-être partager des pistes. Alors. Ou autre chose. Hein. Oui, c'est mal. Tranquille. Ouais. Bonjour, du coup, moi c'est plus par rapport à comment vous êtes arrivé dans ce métier-là, un peu bêtement, mais juste, on n'a jamais rencontré de traductrice, donc c'est comment vous êtes arrivé à très tôt, du coup, de ce que j'ai compris, à être amené dans cette pratique, et qu'est-ce que vous avez traduit, parce que du coup, dès la naissance, vous avez déjà 3 langues, et donc oui, en plus il y a celle de l'anglais ensuite qui s'est rajoutée, donc ensuite, combien de langues vous parlez aussi, ou pourquoi vous êtes intéressé à l'anglais, si c'est bêtement parce que c'est l'anglais, ou si c'est d'autres raisons, ou par vos lectures, etc. Alors, mon métier principal, c'est d'être écrivaine. C'est surtout ça que je fais. Et ça, je voulais le faire depuis toute petite, et j'ai eu la chance d'en faire ma vie, en fait. La traduction, c'est arrivé plus tard. L'anglais, je l'ai appris par amour, parce que je suis tombée amoureuse de façon répétée d'anglophones. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est la meilleure méthode pour apprendre une langue. Et puis, c'était aussi... le marché de la traduction depuis l'anglais est énorme. C'est bien et c'est pas bien. Mais par ailleurs, j'ai aussi traduit du latin, parce que j'avais étudié le latin en Cagne, et j'ai traduit les lettres d'exil d'Ovide. J'ai adoré faire ça. Et mon espagnol n'est pas assez littéraire pour traduire, par ailleurs. Un jour, j'essaierai de traduire du basque. C'est un de mes buts. Bref, et je suis arrivée à traduire, c'est des propositions qu'on m'a faites. Il faut savoir, pour ceux peut-être que ça intéresserait, que c'est très très mal payé, la traduction, que c'est extrêmement menacé par les IA,
que la mauvaise nouvelle, c'est que DeepL ou ChatGPT ou Claude traduisent relativement bien. C'est pas encore au point, mais parce que je m'amuse avec, évidemment. Mais on va très vite en arriver à ce que le métier de traducteur ou traductrice soit en fait un métier de correcteur, correctrice d'IA. Ça se voit de plus en plus. Hein. Moi, c'est pas encore mon cas parce que moi, on achète aussi ma patte, ma façon d'écrire en français. Enfin, c'est mon style, si tu veux. Donc, même si je traduis très fidèlement, je suppose qu'il y a quelque chose de Marie Dariussec qui passe dans la traduction. C'est aussi ça qu'achètent les gens qui me commandent des traductions, si tu veux. Et puis, cette espèce de feu que je mets à détecter les traductions genrées, mais au mauvais sens du terme. Enfin, en particulier, Woolf, c'était vraiment une mission que je m'étais faite de sortir A Room of One's Own d'une ornière sexiste, à mon avis. Mais bon, c'est un autre sujet. Mais par exemple, une des choses que ne peut pas décider une IA, je vais vous donner un exemple très précis. J'ai eu la chance de traduire James Baldwin, qui est un de mes écrivains préférés. C'est un écrivain noir américain, homosexuel des années 50-60, qui a émigré en France pour échapper au racisme institutionnel américain. C'était l'époque de la ségrégation aux États-Unis. Il a trouvé un autre type de racisme en France, mais qui était surtout dirigé à l'époque où il arrive à Saint-Germain-des-Prés contre les Algériens. Et lui, en tant que jeune homme noir gay, à Saint-Germain-des-Prés, qui est un milieu qui est un petit écosystème hyper privilégié, où il y a déjà Miles Davis, où il y a Juliette Gréco qui sort avec Miles Davis à ce moment-là, où il y a Sartre, Beauvoir. Il y a des gens qui adoptent ce jeune homme noir américain gay, et il va vivre sa meilleure vie, en fait, à Saint-Germain-des-Prés, à l'époque du jazz, quoi. À l'époque, il croise Boris Vian, bon... J'adore James Baldwin, il est extrêmement incisif sur toutes les questions de racisme et il est très drôle aussi. Il utilise souvent l'humour, ce qui est très bien pour un militant politique. Et dans un de ses livres, il dit que donc il émigre en France, il prend le bateau en 1953 with my lover. With my lover. Baldwin, il est sorti du placard assez tard en fait, et en France, parce qu'aux États-Unis c'était impossible, surtout pour un jeune homme noir. Il avait déjà assez d'ennuis comme ça. Mais c'était pas un de ses combats, lutter contre l'homophobie. Il a d'abord lutté contre le racisme. Ce que je veux dire, c'est que quand il dit my lover, il profite de la neutralité de l'anglais, qui n'est pas genré, pour ne pas donner d'indication sur son orientation sexuelle à ce moment-là. Il prend le bateau with my lover. Moi, je me retrouve en 2019 embauchée par Gallimard pour retraduire toute cette histoire. Et je dis, mais je suis obligée de mettre avec mon amant. Je peux pas faire semblant. Or, c'est pas ce qui est écrit. Il a bien masqué derrière le neutre my lover. Il ne l'a pas écrit. Et ça m'a pris la tête. Je me suis dit, mais est-ce que j'ai le droit, 60 ans après, de l'outer, alors que dans ce livre, en 1953, il n'est pas encore dehors comme homosexuel. Et ben ça, une IA ne peut pas prendre la décision. Et c'est le moment où la traductrice a besoin d'une éditrice, pour le coup. Et avec mon éditrice chez Gallimard, on a bataillé. Donc on s'est dit, OK, on va essayer de garder la neutralité. Après tout, c'est ça qui est écrit. Donc j'ai pris le bateau avec la personne que j'aimais. Ça fait 3 mots au lieu d'1, donc déjà c'est pas bon comme traduction. Avec mon amour. Alors, ça ne va pas du tout à Baldwin, qui n'était pas du tout sentimental comme ça. C'est pas du tout dans sa tonalité. Avec mon partenaire, enfin ça n'enlève pas le problème du genre. Oui, tu voulais dire quelque chose? J'ai pris le bateau avec mon lover, Non, d'abord, tu n'échappes pas au pronom mon, ma. Ouais. Alors, absolument. Alors, déjà, on aurait pu mettre une note, mais moi, je suis ce type de traductrice qui essaie de ne pas alourdir avec des notes. Et finalement, avec l'éditrice, on a pris la décision qu'en 2019, on pouvait... Maintenant que sur la fiche Wikipédia de Baldwin, il y a écrit qu'évidemment, c'était un homme gay et qu'il ne s'en cachait pas à la fin de sa vie en France, etc. On a décidé de dire « avec mon amant ». Mais c'est une sorte d'anachronisme. C'est pas ça qui est écrit dans le texte à ce moment-là, quoi. Donc c'est un exemple, je vous le donne parce que ça me pose toujours question. Hein. Je sais pas si on a bien fait ou pas. Je vous le soumets. C'est une vraie question ouverte, mais
c'est un bon exemple de ce qu'une IA ne peut pas décider. L'IA, elle est là, en fait, il faut lui indiquer, il faut lui dire quoi faire à l'IA. Donc, on est encore, heureusement, il y a d'autres cas que je peux vous citer. J'avais donné à ChatGPT un bout de Lewis Carroll à traduire un article qu'il avait écrit à côté de Alice au Pays des Merveilles. Et Lewis Carroll explique qu'il a eu l'idée de Alice à partir d'un lonely verse, d'un vers tout seul, quoi. Et ChatGPT a traduit d'un vers solitaire. Donc l'IA est encore pas capable d'entendre les ambiguïtés comme ça, les ambivalences, les jeux de mots involontaires. Donc on a encore un peu de marge, mais bon, ça se perfectionne. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Parce que j'en profite du coup. Moi, j'ai une petite question une dernière question de ma part, en tout cas, à poser. En préparant cet échange, je suis tombée sur un colloque qui s'était tenu autour de ton travail. Et de ce colloque est né un livre. Et dans ce livre, il y a un article qui s'appelle « Énonciation animale dans l'œuvre de Marie Darrieussecq », donc, qui a été écrit par la chercheuse Sophie Milsan-Lawson. Et dedans, elle regarde ce que tu mets en place en termes de dénonciation pour engager une sorte de devenir animal. Alors, par malhonnêteté intellectuelle et qu'on est ici, je vais dire un devenir monstre. Et comment, oui, dans la manière dont tu énonces les choses et puis par certains dispositifs, tu fais en sorte de nous mettre, en tant que lecteur, lectrice, mais sûrement toi aussi en tant qu'autrice, pas dans la tête de l'animal, du monstre ou autre, mais en tout cas d'opérer un déplacement et de donner une légitimité à ces autres qui n'en ont pas habituellement. Est-ce que peut-être, et je pense que c'est vraiment intéressant pour nous ici qui travaillons collectivement sur la figure du monstre, comment est-ce qu'on met en place des outils pour tenter de devenir animal, de devenir monstre et de comprendre peut-être un peu mieux cet autre. Tout ce que je sais, c'est que quand j'écris un roman, je suis complètement dans la tête du personnage ou de la personnage. Et je me mets... C'est très proche du travail d'une comédienne. Je me mets à penser dans ma tête à... Par exemple, en ce moment, j'écris avec le point de vue d'une enfant. Et tout de suite, j'ai accès à un vocabulaire autre que celui d'une adulte. J'ai pas la même taille, je vois pas le monde à la même hauteur. Les meubles posent certains problèmes. L'espace public, bien sûr, pose des tas de problèmes. Donc c'est pas du tout spontané, c'est une construction dans ma tête, mais c'est comme ça que je travaille. Je me fais pas un cahier des charges en me disant alors elle aura droit à ces mots-là, ces mots-là, ces mots-là. Ça vient sous mon clavier, pas sous ma plume. Plus personne n'écrit à la plume, mais je me mets à... Et donc les monstres, c'est pareil. Ma truie, c'était pareil. Il est évident qu'à un moment, elle va plus pouvoir se tenir droite. Donc est-ce qu'elle tombe vraiment d'emblée à quatre pattes ou est-ce qu'il y a un stade intermédiaire? Ça m'intéressait énormément, les stades intermédiaires. Le liminaire, comme on dit. Ça, c'est une zone très, très riche poétiquement. Qu'est-ce qu'elle allait manger? Évidemment, elle allait plus du tout pouvoir manger de chair animale très vite. Et en même temps, les cochons sont omnivores. Donc, son odorat allait se développer. Il y a un très bon roman d'une jeune femme, là, Phoebe, j'ai oublié son nom, ce qui s'appelle Alien. C'est un roman qui a eu le prix du Livre Inter récemment. Alien au féminin. C'est un premier roman où on sent justement toute cette jeunesse chez cette Phoebe Clark quelque chose. Elle a un nom Asimovitch ou un nom comme ça. Clark Asimovitch. Vous la trouverez sur Internet. Et sa personnage, la personne qui parle dès le début du livre, c'est une ancienne gilet jaune et elle a eu un œil crevé. Et donc d'emblée, je me dis, waouh, c'est super intéressant, la personnage, il lui manque un œil. Et il se trouve que j'avais écrit Notre vie dans les forêts, où la personnage, pour des raisons tout à fait différentes, il lui manque un œil aussi. Et bien, quand on a une personnage à qui il manque un œil, ça va produire un effet sur la vision du monde, évidemment, quoi. En particulier, apparemment, on n'a plus du tout accès au même relief des choses. On a quand même tout un côté de la tête qui est embêté, quoi. Et ben, ce roman Alien est très réussi, sauf qu'elle en fait rien de ça, du fait que
quand même, on voit pas pareil avec un seul œil ou avec deux, quoi. Et ça me manque. Et tu vois, là, je trouve qu'il y a un truc raté. Lisez-le, hein, c'est super. Mais elle n'est pas allée assez loin dans le... Il faut vraiment habiter la peau de son personnage, en l'occurrence du monstre. Et Mary Shelley, elle le fait d'une façon incroyable. Elle est dans le monstre, quoi. À partir du moment où le monstre prend la parole, on est complètement... on a l'impression de faire 2,50 m et d'arpenter le monde à grandes enjambées et d'être mal aimé, quoi. On est dedans. Mais il faut pas trop le réfléchir, je crois. C'est comme un travail de comédien.